au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali et président de la Confédération des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina et le Niger. Le sommet qui nous réunit et le pacte qui en résulte arrivent à point nommé. En effet, notre organisation commune, les Nations Unies, a été créée essentiellement pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Il est regrettable de constater que, après près de 80 ans, nous n'avons jamais été autant menacés par les défis existentiels, pourtant évitables pour la plupart. La prolifération des tensions et des crises dans le monde, notamment le terrorisme, la pauvreté, les changements climatiques, les inégalités, les maladies, les confrontations géopolitiques et les velléités hégémoniques et de domination néocoloniale ont mis à rude épreuve l'action de notre cadre multilatéral incarné par l'ONU, lui-même reflet d'un ordre ancien et d'un monde d'hier. Ah ouais. Dans ce contexte, le Mali avait fondé beaucoup d'espoir sur les forces internationales sur le terrain. Mais 10 ans après, nous nous sommes rendus au constat d'échec. Conséquemment, le gouvernement s'est attelé à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, qui nous ont permis d'enregistrer des progrès tangibles dans la reconquête et la préservation de notre intégrité territoriale et de la protection des populations de notre pays. À cette occasion, je renouvelle la reconnaissance de mon pays pour les pays et organisations dont les Nations Unies qui ont exprimé leur solidarité avec mon pays lors des attentats terroristes qui ont visé mon pays le 17 septembre dernier. Et à la suite de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est important que tous les États membres agissent dans la lutte contre le terrorisme en respectant leurs engagements internationaux et notamment les responsabilités à situer par rapport aux sponsors du terrorisme qui doivent assumer leurs responsabilités et être traduits devant la justice. C'est ça qui est la vérité. Le sommet de l'avenir marque un nouveau départ pour la coopération internationale dans un cadre multilatéral pertinent, capable d'offrir un brillant avenir à toute l'humanité. Ainsi, nous devons agir collectivement pour renouveler notre engagement en faveur de la transformation du monde d'un cadre multilatéral qui a gouverné nos affaires jusqu'à présent. À cet égard, il est essentiel que des décisions et les engagements ambitieux permettent de répondre aux aspirations de nos populations, notamment ceux du Sud global. Il est également essentiel d'avoir le courage de procéder à des réformes de nos institutions multilatérales actuelles, notamment le Conseil de sécurité et des institutions internationales, afin de les adapter aux réalités de notre temps, afin qu'elles soient plus inclusives, plus justes, plus équitables, mais surtout plus représentatives. La question de la jeunesse est une dimension extrêmement importante qui doit occuper nos nations. Mon pays, le Mali, reste attaché aux principes clés de notre charte, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le respect de la souveraineté des États. Le Mali accorde également une attention particulière aux questions de financement du développement, notamment du développement durable. Nous pensons que la problématique du numérique aussi est une dimension essentielle. D'ailleurs, mon pays s'est engagé à mettre en place un programme ambitieux de digitalisation des services publics. Enfin, nous pensons que le pacte pour l'avenir est un chantier très ambitieux au plan national et au plan international, mais elle doit aller au-delà d'une promesse, d'une déclaration pour répondre aux aspirations des générations actuelles et futures. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Le Mali tient à réaffirmer son attachement au multilatéralisme incarné par notre organisation commune, l'Organisation des Nations Unies, mais aussi dans le respect des principes édictés à l'article 2 de la Charte, notamment le respect de l'égalité souveraine de tous les États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, mais aussi la non-utilisation de considérations géopolitiques pour punir des populations entières pour leurs choix politiques. Voilà. La délégation du Mali estime que le temps est venu de passer des déclarations d'intention aux actes concrets en vue d'une véritable transformation de la gouvernance mondiale à travers des réformes majeures sollicitées par nos peuples depuis fort longtemps, notamment celle du Conseil de sécurité
et des institutions financières multilatérales. Les Nations Unies doivent cesser de perpétuer et refléter un ordre ancien, l'hégémonie d'un groupe sur le reste du monde, cesser d'être aussi le prolongement ou la couverture à un ordre mondial néocolonial. Voilà. Au-delà de cette réforme des institutions, le monde a besoin d'un leadership collectif, capable de travailler à forger les consensus nécessaires pour relever les défis du développement et ce, dans un esprit de solidarité et d'équité. C'est ainsi que nous pourrions promouvoir un monde de paix et de justice de manière à laisser personne de côté. Ces réformes indispensables permettront aussi de favoriser davantage le développement durable de nos pays, tout en contribuant à mettre un terme aux inégalités flagrantes dans nos pays. Face aux lenteurs enregistrées de la réalisation des ODD, ma délégation préconise qu'une priorité absolue soit accordée à la mise en place de mécanismes robustes de financement innovants aux fins de dynamiser véritablement la mise en œuvre de l'agenda 2030. Le Mali appelle notamment au renforcement des partenariats sud-sud, des financements publics et privés et même des investissements dans nos pays, des financements aussi effectués par les diasporas, l'actionnariat populaire, mais surtout l'accroissement de la mobilisation des ressources internes. Il est important d'accélérer le momentum pour catalyser la mise en œuvre de notre agenda 2030. Donc, pour terminer, le Mali note que les défis à relever pour un monde de paix et de prospérité sont bien à la portée de nos États, pour peu qu'on fasse preuve d'imagination et de courage. Cependant, pour y arriver, nous devrons collectivement faire preuve d'une réelle volonté de changement pour une gouvernance mondiale au service de tous les peuples. Je vous remercie. Frère, non, ça là, il faut qu'on décortique. Ah, si on n'a pas décortiqué ça là, les gens vont prendre de ce qu'il a dit. Ça là, il faut qu'on décortique pièce par pièce. Il faut qu'on décortique ça pièce par pièce pour voir clair dedans. Chers camarades d'Afrique, encore une fois, bonne fête de l'indépendance au Mali. Frère, Diop dit dans un premier temps que l'ONU est un ordre ancien et un monde d'hier. C'est profond. C'est profond. C'est profond. Il a détaillé et dit, l'ONU là, ouais, son rôle. Prévenir la guerre, éviter les maladies, les épidémies, éviter beaucoup de choses pour garantir un monde meilleur pour les générations futures et les générations, je dirais, présentes, bien entendu. Depuis 80 ans, à Libye, le monde est menacé. Ah là, on est en plein dans la 3e guerre mondiale. C'est vrai, elle est hybride. Elle n'est pas nucléaire. Elle n'est pas comme avant. Mais c'est une 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, où on se parle là, le 23, Israël est en train de bombarder l'Iran. Pardon. Israël est en train de bombarder le Liban. Israël bombarde Gaza, Israël bombarde le Liban. La Russie est en train de bombarder l'Ukraine. Les terroristes, l'Ukraine envoie les terroristes pour aller au Mali, pour aller faire la guerre au Mali. L'Algérie fournit des terroristes pour aller contre le Mali. C'est la débandade. Le monde est en guerre. L'ONU a échoué. Dans un premier temps. Et puis quand il dit que l'ONU appartient à un ordre ancien, l'ONU a été créée par ceux qui ont gagné la guerre. 1945, 39-45 là. Ceux qui ont gagné la guerre là. Hein? C'est eux qui ont mis l'ONU en place. Ouais, non, c'est eux qui ont mis l'ONU en place. Donc, quand ils ont mis l'ONU en place maintenant, eux, ils sont allés dans une forme de conquête, je dirais, de conquête mondiale, pour installer leur hégémonie sur la planète Terre. On va dire, pour coloniser de façon voilée le monde. Le néocolonialisme. Vous comprenez, non?
C'est pourquoi vous avez vu la Russie avec ses gars. Il y a des gens, il y a des pays en Afrique que la Russie a aidé à se débarrasser du colon, à avoir l'indépendance. Il y a des pays que les États-Unis aussi ont, on va dire de façon voilée, colonisé. Il y a des pays aussi à qui la France a donné l'indépendance avec la main gauche et a récupéré avec la main droite. Et donc, ces pays-là étaient sous et sont, on va dire aujourd'hui, étaient, parce que ce n'est pas eux tous, dans le précaré français. Le précaré français qui, par ricochet, est dirigé par les États-Unis. Parce que les États-Unis sont, on va dire, constituent comment on appelle, le patron de qui? De l'Occident. Vous comprenez? Le patron de l'Occident, le patron du vieux monde, le patron, on va dire, de ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, en plus de la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont dit qu'ils ont gagné la guerre froide. Parce qu'il faut le dire, à un moment donné, en 1991, la Russie, plus ou moins, s'est sentie en difficulté, donc a fait un repli stratégique sur elle-même, avec Gorbatchev. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, donc à partir de ce moment-là, les Occidentaux ont gagné la guerre froide. Donc à partir du moment où ils ont gagné la guerre froide, ils se sont dit que c'est eux qui dirigent le monde. Donc ils ont établi leur hégémonie sur le monde entier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Le précaré français est en train d'échapper à la France. Donc en train d'échapper au vieux monde, au monde occidental. La Russie est sortie de ce gond. La Russie se dresse contre les États-Unis. La Chine est devenue aujourd'hui deuxième puissance économique. Tous ceux-là se sont coalisés pour constituer un bloc très fort. L'Iran, etc., sont coalisés pour construire un bloc très fort vis-à-vis de l'ancien monde. Vous comprenez? Bon, les autres pays qui étaient sous, je dirais, qui étaient dans le précaré français, se sont libérés. Donc, le monde que l'ONU couvrait, le monde que l'ONU, qui a créé l'ONU, n'existe plus en réalité. Parce que les États-Unis ne sont plus ce qu'elles étaient de 1990 à aujourd'hui. Je dirais d'abord de 1945 à aujourd'hui. Parce qu'ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont créé l'ONU. Après, ils ont gagné la guerre froide. Et ils ont établi leur hégémonie sur le monde entier. Ils ont créé un monde unipolaire. Donc, c'est eux qui décidaient. Mais aujourd'hui, c'est un monde multipolaire. Parce qu'il y a eu la bipolarisation. Après, les Américains, ils ont gagné. C'est devenu unipolaire. Donc, aujourd'hui, l'ONU suivait ce contexte. L'ONU suivait cette, je dirais, l'ONU suivait ce paradigme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même paradigme. Ce n'est plus un monde unipolaire, c'est un monde multipolaire maintenant. Donc aujourd'hui, l'ONU est devenue un ordre ancien. L'ONU ne comprend plus rien. L'ONU ne maîtrise plus rien. L'ONU elle-même est devenue ancienne. Et donc, il faut la remplacer. Il faut la changer. C'est ce que Diop est en train de dire en profondeur. Et il a dit, ceux qui couvrent, comment on appelle ça, ceux qui financent le terrorisme doivent être dénoncés et puis doivent être, comment on appelle ça, doivent comparaître devant les juridictions internationales, notamment l'Ukraine, notamment les États-Unis elles-mêmes. C'est parce qu'il n'a pas dit de non. Notamment la France. Est-ce que vous comprenez? Eux doivent comparaître devant les juridictions internationales. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il a parlé de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. La non-ingérence dans les affaires internes des pays. Le respect des souverainetés des pays membres de l'ONU. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas les souverainetés des gens. Quand vous voyez les États-Unis qui se lèvent, qui envoient une go, tchouin, pour aller manquer de respect au président Tchani et son équipe. Quand vous voyez Jean-Yves Le Drian qui va manquer de respect au Congo, qui manque de respect au Mali et au Burkina Faso, ça veut dire que les gens ne respectent pas la Charte des Nations Unies. Donc l'ONU
comme le dit notre frère gabonais, c'est à refaire. C'est à refaire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il fallait qu'on décortique ça pour que les gens comprennent la profondeur des propos de Diop. C'est profond. Hein? C'est profond ce qu'il a dit là. Donc, l'ONU, c'est à refaire. C'est ce que ça veut dire. C'est à refaire. Il faut un nouvel ordre mondial. Il faut une nouvelle institution pour garantir la paix dans le monde. Et dans cette nouvelle institution, il ne faut plus qu'il y ait quelques pays que ce soit qui aient un droit de veto. Le droit de veto ne doit plus exister. Ça doit être par consensus. Bon, pas par consensus, mais ça peut être par vote. Par vote. C'est que les États votent. Quand on doit prendre une décision, il faut que toutes les voix de tous les pays comptent. C'est ce que moi je propose la nouvelle institution internationale pour garantir la paix. Parce que la Société des Nations était là. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a été créée. Le traité de Versailles. La Société des Nations a été créée. Mais la Société des Nations a été balayée parce qu'elle a échoué. Elle n'a pas pu prévenir la Deuxième Guerre mondiale. Bon, maintenant, si la Société des Nations a échoué, elle n'a pas pu prévenir la Deuxième Guerre mondiale. On l'a mis de côté. On a créé maintenant comment on appelle ça? L'ONU. Maintenant qu'aujourd'hui on est en guerre, on est en pleine guerre. Donc ça veut dire que l'ONU aussi a échoué. Donc il faut changer. Il faut changer l'ONU. Ceux qui ont les droits de veto là, ils n'ont plus le droit d'avoir ce droit de veto. Voilà. Parce que le monde a changé. La Chine n'était pas première et deuxième puissance économique quand les gens prenaient leur droit de veto. La France était une puissance coloniale quand on lui donnait le droit de veto. L'Angleterre, tout ça était des puissances coloniales. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus ça. Ils ont perdu leur puissance, leurs empires. Ils ont perdu leurs empires coloniaux. Donc, il faut très rapidement changer de paradigme. Il faut très rapidement changer en profondeur les Nations Unies elles-mêmes. L'organisation elle-même, il faut changer. Voilà. Parce que eux, ils ne peuvent pas avoir droit de veto. Et puis l'Afrique, aucun pays africain n'a de droit de veto. Aucun pays africain n'a de droit de veto. Pendant que la France a droit de veto. L'Angleterre a droit de veto. La Chine a droit de veto. La Russie a droit de veto. Les États-Unis ont droit de veto. L'Afrique n'a pas de droit de veto. Pourquoi? Donc on ne peut pas l'accepter. L'Inde n'a pas de droit de veto. Vous comprenez? Donc, il faut éliminer ces histoires de droits de veto là pour que quand il y a un problème, quand on pose un débat, chacun puisse voter. Voilà. Donc, voilà ce que moi je propose, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive la paix dans le monde, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président du Congo 25, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.